Alors moi, je vais vous parler de ce soir du pneumatique. Alors je vais essayer en faisant assez simple, de vous montrer un petit peu ce que c'est que notre travail de tous les jours dans la recherche chez Michelin. Ce qui nous a amené à être leader mondial. La Micheline n'est plus là, mais le pneumatique est toujours là. Et ce qui fait notre travail de tous les jours aujourd'hui. Alors le titre de cette conférence commence par « Un pneu, c'est beaucoup plus que rond et noir ». Je suis prêt à parier que si je vous demandais ce qu'il y avait dans un pneu, il n'y aurait pas grand monde pour savoir ce qu'il y a dedans. On va d'abord commencer par se poser quelques questions. Un pneumatique, à quoi ça sert ? Un pneumatique, ça sert à porter. Ça roule, oui, mais ça porte un véhicule, ça vous porte vous. Vous voyez ici un gros tombereau génie civil. Ça fait 30 tonnes, ça travaille sur des mines. Et ça porte un pneu, porte 100 tonnes chaque pneu porte 100 tonnes. Un pneu, ça porte. Un pneu, ça transmet. Ça transmet de l'accélération, du freinage, sur la glace notamment, pas facile. Un pneu, bien sûr, ça roule. Ça peut rouler même loin. Vous avez des exemples ici d'une voiture de ce qu'on appelle l'éco-marathon Shell, où le but de ces voitures est de faire le plus de kilomètres avec très peu d'essence, plus de 1000 kilomètres avec 1 litre d'essence. Un pneu, ça guide. Quand on tourne le volant, il ne faut pas que ça aille tout droit. Ça sert aussi à ça. Un pneu, ça amortit. Alors, on l'a entendu tout à l'heure dans la Micheline, c'était aussi le grand intérêt des pneus de la Micheline, c'était d'amortir les secousses. Quand vous roulez, vous n'avez pas envie de sentir chaque gravillon de la route. Et bien, le pneu est là pour ça. Et c'est au départ son principal rôle. Et puis bien sûr, il faut qu'il dure. Vous n'avez pas envie de changer vos pneus tous les 10 000 km. Un pneu moyen, aujourd'hui, de bonne qualité, ça dure entre 40 et 60 000 km, suivant l'usage des personnes. Alors pour les Fangio, ça dure moins de 10 000. Pour les gens avec une conduite un peu plus cool sur autoroute, ça peut durer jusqu'à 80 100 000 km. Voilà un peu à quoi ça sert un pneu. Ça sert finalement à beaucoup de choses. Et je vais essayer de vous montrer que tout ce qu'il y a dans un pneu remplit une fonction spécifique pour venir vous satisfaire sur l'une de ces fonctions clés. Donc on va s'intéresser ce soir à ce qu'on appelle des performances. Alors pour nous, une performance, c'est un ensemble de caractéristiques du pneumatique que le client attend. Alors je vais d'abord vous décrire ce que c'est qu'une performance, et puis après on va rentrer un petit peu dans le détail de comment on fait pour remplir cette performance. Il y en a 3 principales. La sécurité, indispensable. Le pneu est un organe de sécurité, comme vos airbags, comme les correcteurs de trajectoire. La consommation, on en parle beaucoup aujourd'hui. On veut un pneumatique qui consomme peu, économie de CO2, économie de carburant. Et puis, la longévité, ça aussi, c'est un autre aspect, une autre manière de voir les économies de matières premières, les rejets de CO2. Si on ne change pas ses pneus tous les 20 000, 30 000 km, on économise des matières premières, on économise de l'énergie qui sert à produire ces pneumatiques. Alors ce soir, je vais me focaliser surtout sur la sécurité, réduire les distances de freinage, et puis sur la consommation, puisque c'est vraiment le sujet d'actualité en ce moment. Alors ça démarre mal. On a beaucoup de problèmes à faire les 3. Je vais vous montrer des exemples de pneumatiques qui se trouvent sur le marché. Premier pneumatique, bon en usure, donc ce qu'on appelle la longévité, bon en sécurité, le freinage, correct en consommation, ce qu'on appelle la résistance au roulement. Deuxième pneu, troisième pneu, vous voyez qu'on perd sur l'une des performances pour gagner sur l'autre. Et c'est là tout le problème. On est dans un équilibre, et il faut arriver à chercher à faire les 3 à la fois. Et ça, c'est notre travail.
c'est tout le travail de la recherche et de l'innovation chez Michelin, c'est de mettre en place des solutions pour faire les trois à la fois. Et c'est ce que nous tous, on attend d'un notre produit, on attend qu'il fasse les trois à la fois. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et dans le scientifique. L'adhérence, la sécurité, ce qui fait que vous pouvez freiner, s'appelle l'adhérence. Ça commence par un contact. C'est le contact entre votre pneu, votre pneumatique, et le sol. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone de contact-là? Et avant de commencer par ça, il faut d'abord s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un sol. Chez Michelin, on s'intéresse aussi à ce que c'est qu'un sol. Et un sol, on le décrit par deux échelles. Ce qu'on appelle la macro-rugosité. En fait, c'est la quantité de cailloux de l'ordre du centimètre. Et puis, la micro-rugosité, ça va être la quantité d'aspérité sur ces cailloux. Donc, vous pouvez avoir des sols qui sont macro-rugueux, sans être micro-rugueux, et vous pouvez avoir des sols qui font tout à la fois. Vous vous rendez bien compte que cette quantité d'aspérité et de rugosité, elle va être clé pour la capacité à freiner. Le pneumatique vient s'accrocher là-dessus. Là, une fois qu'on sait ça, bon, on sait ce qu'est un sol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre le pneumatique et le sol? Entre le pneumatique et le sol, on a la surface de contact. C'est cette image qui est à gauche. Là, vous voyez une empreinte de contact d'un pneumatique. Tout ce qu'on a appris sur l'adhérence, ça vient principalement des observations qu'on a pu faire sur des pneus qui roulent. Là, ça va me permettre de vous parler de moyens techniques assez particuliers dont on dispose. On a la chance d'avoir dans notre centre de recherche des pistes, donc des routes, équipées de très nombreux capteurs et notamment des dalles transparentes au sol sur lesquelles les véhicules viennent rouler et avec des caméras ultra rapides dessous ou des caméras thermiques comme dans ce cas-là. Eh bien, on vient voir quelle est la forme de l'empreinte du pneumatique, comment il se déforme, où se localisent ces déformations, à quels endroits. Et c'est par ces moyens-là qu'on a pu appréhender ce qui se passe dans la zone de contact entre le pneumatique et le sol. Je vais vous passer un petit film pour vous le montrer, puisque je n'ai pas un vrai film tourné avec une caméra rapide, mais une petite animation qui vous montre un petit peu ce qui se passe. Donc, je vous ai parlé des macro-rugosités et des micro-rugosités, c'est celle qu'on voit ici. Et le pneumatique, finalement, dans un freinage d'urgence, la roue est bloquée. Ce qu'on appelle la gomme, le matériau du pneumatique, vient glisser à la surface de ces aspérités. Et c'est dans cette phase de glissement que se passe le phénomène d'adhérence. Là, on rentre vraiment dans la physique. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler un petit peu du matériau du pneumatique, parce qu'il est très particulier. Le matériau du pneumatique, c'est ce qu'on appelle du polymère. Je vous expliquerai un petit peu plus après à quoi ça ressemble. Mais d'abord, puisque je vais en avoir besoin pour la suite, je vais vous montrer ce matériau-là. J'en fais une boule. Voilà, elle rebondit. Je la laisse là. On en reparlera tout à l'heure. Le matériau du pneumatique, c'est donc du polymère. Et le polymère, il a une caractéristique très particulière. Il est viscoélastique. C'est-à-dire qu'il est élastique et il est visqueux. Et alors la viscoélasticité, ça se traduit notamment par ça. Ça, c'est élastique. Je le refais. Ça, c'est un autre polymère. Mais celui-là, par contre, a un comportement tout à fait différent. Celui-là est plus visqueux que celui-là. Alors, au lieu de dire visqueux, on va parler de ce qu'on appelle des temps de relaxation. Vous avez vu, je l'ai déformé, relâché cette contrainte,
et il a mis un certain temps à revenir à sa position initiale. C'est ce qu'on appelle un temps de relaxation. Alors le temps de relaxation, comment ça intervient dans le phénomène d'adhérence? C'est le petit schéma que vous voyez au-dessus. Lorsque la gomme, le matériau du pneumatique, vient au contact d'une aspérité, le matériau va se déformer. Donc, la gomme glisse vers la droite, le matériau se déforme, il est obligé, et puis derrière, il va se relâcher. Mais là, il se relâche avec un temps de relaxation, dû à sa nature. Et le fait d'avoir cette déformation asymétrique à la surface de l'aspérité fait que les forces de contact que vous allez avoir entre le sol et le pneumatique sont elles-mêmes asymétriques. Donc, la force de contact va donner cette flèche bleue que vous voyez sur le schéma. Cette flèche bleue, la force de réaction du sol sur le pneumatique, se décompose via deux forces, une verticale, qui vient en fait contrer le poids du véhicule, et une horizontale, rose, qui est apparue du fait de ce glissement. Si vous prenez un matériau purement élastique, elle n'existe pas. Et en fait, c'est cette force-là qui vient agripper, si on peut dire, le pneumatique et qui vient le retenir. Donc, toute l'adhérence se passe là. L'adhérence, c'est la naissance de cette force. Donc, vous voyez là que quand un matériau est très visqueux, finalement, il adhère beaucoup. Alors, le très visqueux, je vous l'ai montré via les temps de relaxation, je vais vous le montrer d'une autre manière. Vous avez ces deux boules qui sont des mêmes matériaux que les barres que nous avons vues précédemment. Première. Deuxième. A. Les temps de relaxation qu'on a pu voir sous un type de déformation, eh bien, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle la dissipation. Le matériau dissipe l'énergie. Je lui ai donné une énergie, je le lâche, et au moment où il s'écrase sur le sol, il la dissipe. On verra tout à l'heure comment. Donc ce que vous voyez là, c'est que un pneu qui adhère, c'est un pneu qui dissipe. Et un pneu qui dissipe, dissiper de l'énergie, ça se fait d'une manière, ça se fait par de la chaleur. Donc le pneu s'échauffe. Donc si on veut bien adhérer, il faut qu'un pneu s'échauffe beaucoup. Alors le adhérer, je vais vous le montrer d'une autre manière, toujours les mêmes matériaux qu'on a vus tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que c'est que l'adhérence. Alors je vais doucement parce que c'est assez sensible. Voilà, c'est les mêmes matériaux. Et vous voyez que entre les deux, le potentiel d'adhérence n'est pas du tout le même. Alors maintenant qu'on s'est un petit peu intéressé à l'adhérence, on a vu quel est le mécanisme au niveau du contact, quelle est la propriété du matériau qu'on utilise pour remplir cette fonction d'adhérence, mais on va s'intéresser à la consommation. Mais d'abord, avant de s'intéresser à la consommation, même chose que pour l'adhérence, il faut s'intéresser à comment le pneu consomme. D'abord, le pneu, il est déformé de façon cyclique. Alors attention, ça fait un peu mal au cœur pour ceux qui ont un peu de mal. Vous voyez bien que le pneu se déforme de façon cyclique le long du tour de roue. Si on prend un point, il va se déformer. Le pneu compresse, se décompresse, etc. Cette déformation cyclique, je vous le dis, je vais vous le montrer après, elle a un impact sur le matériau, il va s'échauffer. Petite animation est un peu plus lente. Le pneu chauffe. Et donc, en fait, c'est de là que vient la consommation. C'est qu'une partie de l'essence que vous avez dans votre réservoir sert à faire chauffer le pneu. Ça pourrait être utilisé quand même autrement. Alors, on va le montrer. Je sais pas si... Hop. Je vais reprendre mes petites barres de tout à l'heure. Je ne sais pas si la caméra peut bien le voir.
Voilà, donc là, je reprends ma barre élastique et je viens mettre une sonde de température à l'intérieur. Voilà, il fait 25 degrés dans la pièce. Puis je la déforme. Bon, je peux y aller longtemps, ça ne va pas bouger, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Ici, il ne se passe rien. Je reprends l'autre barre. Et là, vous allez voir que j'ai fait du sport pendant les vacances. Oups. Bon, on a déjà pris 2 degrés, 3 degrés. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à 30. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous voyez que déformer de façon cyclique le matériau, ce que j'ai fait là en tendant les barres, ça le fait chauffer. Donc c'est de là que vient la dissipation. Alors la dissipation, on peut même la voir d'une autre manière, je vais vous le montrer de façon encore plus didactique. J'ai toujours les mêmes matériaux, un qui dissipe, l'autre qui ne dissipe pas. Donc je vais les lâcher, elles vont osciller, puis on va voir ce qui se passe. Vous voyez qu'il y en a un qui s'est arrêté bien avant l'autre. Ben, la résistance au roulement, la consommation, elle vient de là. À chaque fois que vous roulez, à chaque fois que le pneu fait un tour de roue, il y a une partie de l'énergie qui se dissipe. Et donc tout notre métier, c'est d'arriver à faire en sorte que ça se dissipe moins. Donc que ça s'échauffe moins. Et là, on est bien embêté, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'adhérence s'est échauffée et que la résistance au roulement ou la consommation, c'est ne pas chauffer. Et donc, on a du mal à faire les deux. Ça, on utilise un matériau standard. On a une consommation moyenne et une sécurité moyenne. On sait faire des pneus très bons en consommation, enfin, qui consomment très peu plutôt. Par contre, ils sont mauvais en adhérence. On sait aussi faire des pneus qui sont très bons en adhérence. Ceux-là sont très mauvais en consommation. En général, vous les voyez sur des voitures de course. La question, le défi qui se pose à nous, c'est celui de faire les deux. Et tout notre travail de recherche, il tend vers cet objectif-là. C'est arriver à faire et à satisfaire l'ensemble des performances du pneumatique pour répondre aux besoins de nos clients. Alors on me dirait, on est mal barré. Vu le début, ça va être difficile. Et en fait, il va falloir vraiment qu'on rentre dans la description beaucoup plus fine de ce que c'est que l'adhérence, de ce que c'est que la résistance au roulement, pour arriver à montrer qu'il y a quand même des petites différences. Et c'est à ces petites différences-là qu'on va s'intéresser, c'est celles-là qui vont être source d'idées et d'innovation pour arriver à faire des pneus qui soient à la fois très bons en adhérence et en même temps qui consomment peu. Alors, je vais vous parler de fréquence de sollicitation. Alors, une fréquence de sollicitation, lorsque le pneu tourne, il fait un tour de roue. Si on considère qu'on va environ à 70 km/h, que le pneu fait environ un peu plus d'1 mètre de circonférence, si vous prenez un point à la surface du pneu, il passe 1 fois par seconde en contact avec le sol. Alors, entre 1 et 10 fois par seconde. Donc la fréquence de sollicitation du matériau dans le cadre du roulage, de la résistance au roulement et de la consommation, c'est 10 fois par seconde, un ordre de grandeur. Si on s'intéresse à l'adhérence, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous le dis tout de suite, on est de l'ordre de 10 puissance 6. Mais je vais vous les détailler.
On est de l'ordre de 10 puissance 6, puisque, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a un sol, et ce sol, il est constitué de rugosité, macro, micro-rugosité. C'est en fait la taille de ce qu'on appelle les indenteurs, ces rugosités, qui va faire la fréquence de sollicitation sur le matériau pneumatique. Lorsque le pneu vient en contact et glisse sur ces indenteurs, si on considère qu'on va à une vitesse toujours de, allez, on va prendre 36 km/h, 10 mètres secondes, le matériau glisse à 10 mètres secondes sur une surface dont les tailles caractéristiques vont du centimètre jusqu'au micron. Et bien là, on a des fréquences, vous pourriez faire le calcul, qui sont de 10 puissance 4 à 10 puissance 6, voire 10 puissance 9 Hz. Le matériau est sollicité 1 million de fois par seconde. Et là, vous voyez la différence. Entre l'adhérence et la résistance au roulement, le matériau n'est pas sollicité de la même manière. Si on le regarde de loin, on a envie de dire oui. Je freine, je déforme le matériau, je roule, je déforme le matériau. Mais finalement, ce n'est pas de la même manière. Et c'est là-dessus qu'on va jouer pour faire des pneumatiques qui soient à la fois bons en adhérence et bons en résistance au roulement. Pour ça, il faut d'abord s'intéresser d'un peu plus près à ce que c'est qu'un pneu et ce qu'il y a dans un pneu. Un pneu, c'est constitué de gomme, de polymères et de nanoparticules, de charge. En fait, un pneu, finalement, c'est un plat de spaghettis qui bouge. C'est un sac de nœuds mobile. Et cette structure de matériaux, le fait d'avoir ces sacs de nœuds, c'est ça qui va donner en fait son comportement assez particulier en fonction de la fréquence et de la température. Donc, vous voyez sur le cello, vous voyez là en fait une nappe qui représente le potentiel de dissipation d'un matériau en fonction de la fréquence et de la température. Et vous voyez que ce potentiel de dissipation, il est bien localisé pour une fréquence donnée et une température donnée. Vous voyez aussi que lorsqu'on change la température, ou plutôt lorsqu'on change la fréquence, la température à laquelle ce maximum de dissipation apparaît s'est déplacée. Ça, c'est donc tout le caractère de nos matériaux qui, suivant qu'on les déforme à une fréquence et une température différentes, ne vont pas répondre de la même manière. Je reviens à ma petite balle de tout à l'heure, qui a drôlement changé de forme. Et bien, vous voyez que tout à l'heure, quand je l'ai fait rebondir, je lui ai donné une forme, je l'ai sollicité à une fréquence donnée, rapide. Elle a répondu de façon élastique. Je l'ai laissé sur la table, fréquence de sollicitation très longue, et là, elle s'est laissée aller. Alors, c'est très exagéré, parce que je ne vous conseille pas d'avoir des pneus qui réagissent de cette manière. Mais un matériau polymère, ça réagit comme ça. Et donc là, on saisit de façon vraiment très, très forte la différence de comportement d'un matériau suivant les fréquences à laquelle on le sollicite. Donc maintenant, vous avez vu que on vient de trouver une porte de sortie pour jouer sur l'adhérence et la consommation via la fréquence de sollicitation. Finalement, ça revient à dire on veut un matériau qui, à la fréquence de sollicitation de 10 Hz, ne dissipe pas. Par contre, à des fréquences bien supérieures, va dissiper. Alors, on va essayer de le montrer. Je ne sais pas si ça a marché, si c'est assez chaud, mais je vais reprendre une balle. Il y a le même matériau qui est au chaud. Ça dissipe. Pas si ça va être assez chaud. Pas assez. Bon. Raté, désolé. Normalement, vous auriez dû la voir rebondir. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur la fréquence, avec ce matériau-là,
sur cet autre matériau, s'il avait été plus chaud, elle aurait rebondi exactement de cette manière-là. Je fais la comparaison. Alors là, je viens d'introduire une notion précise qu'on appelle l'équivalence temps-température ou l'équivalence fréquence-température. Un matériau polymère, son maximum de dissipation, qui se produit à une fréquence donnée pour une température de référence, on sait prédire à quelle température et à quelle fréquence il va se produire. On a des lois qui ont été des théories qui permettent de le prédire. Nos matériaux, donc, se déforment et dissipent avec un maximum qui se décale en fonction de la température et de la fréquence. Vous allez voir là sur ce graphe, sur cette nappe, donc c'est des nappes qui ont été construites expérimentalement. Là, c'est vraiment des nappes expérimentales. Donc on a pris un matériau, on l'a déformé à des fréquences successives, très proches les unes des autres, à des températures, vous voyez ici, quasiment de moins 50 à plus 100 degrés. Donc c'est assez long à construire. Mais ça permet d'avoir des points précis et de montrer, de faire apparaître sur ces nappes-là les domaines de sollicitation, de la consommation et de l'adhérence. Alors consommation, on a dit 10 à 100 Hz, température, c'est la température du pneumatique et du sol, on va dire entre 0 et, quand vous freinez vraiment fort, ça peut monter à 100 degrés, mais globalement on est à la température ambiante. Adhérence, fréquence beaucoup plus élevée, 1 million, 1 milliard de Hertz. Température, même chose, entre 0 et 100 degrés, ça peut parfois aller plus haut, notamment sur des pneus de course, ou quand vous êtes en freinage d'urgence, 200 degrés facilement. Donc là, on a des domaines très distincts. Et vous voyez sur cette nappe le potentiel de dissipation qui évite le domaine de la consommation, mais par contre qui rentre en plein dans le domaine de l'adhérence. Et bien c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à avoir un matériau qui ne dissipe pas dans le domaine de la consommation et qui va dissiper le plus possible dans le domaine de l'adhérence. Donc ça, en fait, c'est jouer sur la forme de cette courbe, de cette nappe qu'on a pu voir avec ces deux... Pardon, excusez-moi, hop, on le voit mieux comme ça. De cette nappe que l'on voit, et de ce maximum en rouge là que vous voyez passer, c'est jouer sur la position, l'étendue, la largeur et la pente de ce domaine-là. Alors c'est plus ou moins facile. On joue pour ça beaucoup sur le polymère. On joue aussi sur d'autres matériaux dans le pneumatique et je vais vous en donner un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le pneumatique, on avait du polymère, un sac de nœuds, et puis on avait des particules, ce qu'on appelle des charges, noir de carbone ou silice. Les silices, c'est les fameux pneus verts. Ces particules, elles ont un rôle que je vais simplement effleurer, c'est beaucoup pour l'usure. Au début, on a mis des charges dans le pneumatique, les gens mettaient un peu tout ce qu'ils trouvaient sous la main, jusqu'au jour où ils ont mis de noir de carbone, ils ont dit « Oula, mais non seulement notre pneu dure beaucoup plus de kilomètres, mais en plus il freine mieux ». Alors pourquoi il freine mieux et l'impact de ces particules sur la consommation et l'adhérence, je vais essayer de vous le faire sentir par ces photos-là. Ces photos-là sont des photos de matériaux. Vous voyez à gauche un matériau, ce qu'on appelle mal dispersé, c'est-à-dire qu'on a mis des particules dedans et puis elles sont restées collées les unes aux autres. C'est pas facile de les disperser. Vous prenez un polymère, cette pâte visqueuse, celle-là est même particulièrement molle, et vous essayez de faire rentrer dedans de la poudre. Bon, c'est pas facile, on le fait avec des gros outils qu'on appelle des mélangeurs internes.
C'est des choses, un pétrin de boulanger qui vous sort, cadence, c'est 1 tonne toutes les minutes 30. Parfaitement dispersé. Il faut beaucoup d'énergie pour disperser chacune de ces particules dans le polymère, et on y arrive plus ou moins bien. Photo de gauche, matériau standard. Vous voyez en haut un matériau qu'on a coupé et on est venu observer la surface avec un microscope optique. Et ce microscope optique fait ressortir les rugosités à la surface du matériau. C'est-à-dire à chaque fois que des particules sont restées collées entre elles, vous voyez apparaître un point noir. En dessous, vous voyez de la microscopie électronique. Bel appareil qui nous permet d'aller vraiment descendre à des échelles toutes petites, la centaine de nanomètres. Je ne sais pas si on voit la barre d'échelle qui est ici. Ça fait 100 nanomètres. Donc on est vraiment allé regarder la matière au plus près. Et là, vous voyez ces objets qui sont quand même plus ou moins mis en paquet. Alors, il y a le deuxième matériau à droite. Déjà, vous voyez son aspect en microscopie optique, très lisse. Et puis alors, quand on le regarde en microscopie électronique, là, c'est quand même flagrant. Il y a toujours des amas de particules. Par contre, ils sont beaucoup plus petits. Et maintenant, si on prend ces matériaux et qu'on regarde leur potentiel de dissipation à une température donnée, à une fréquence donnée en fonction de la température, et on observe la courbe que vous voyez à droite. Le matériau bleu, c'est le matériau standard, et le matériau vert, c'est le matériau bien dispersé. Alors cette courbe de dissipation, elle dit quel est le niveau de dissipation d'énergie pour un domaine donné. Et vous voyez que sur le domaine de l'adhérence, qui est donc le pic, sur le domaine de l'adhérence, le matériau mieux dispersé est meilleur. Et sur le domaine de la consommation, il est aussi meilleur puisqu'il dissipe moins. Et là, vous voyez apparaître l'effet de l'état de dispersion d'une charge sur la dissipation du matériau aux différentes températures et aux différentes fréquences. Et donc, son impact sur les performances de consommation et d'adhérence. On va essayer de sentir un petit peu plus pourquoi il y a ce phénomène-là de dissipation dû à l'introduction d'une charge. Je vous ai dit, polymère, on va dire, c'est un plat de spaghettis qui bouge. Si vous voulez mettre des cailloux dedans, les spaghettis ne peuvent plus vraiment bouger de la même manière. Leur mobilité, on va appeler ça la mobilité, est perturbée. Et en fait, cette mobilité qui est perturbée introduit des temps de relaxation. Le polymère met plus de temps à revenir à sa position initiale. Alors, voilà un exemple. Deuxième effet, ou effet lié, le polymère va frotter contre ces charges, va les empêcher de bouger. On va créer de l'énergie, on va dissiper de l'énergie, créer de la température, on va augmenter la température, dissiper de l'énergie par l'introduction de ces charges. Et donc, mieux on va les disperser, mieux on va les éloigner les unes des autres, moins le polymère va être perturbé. Et donc, c'est ce rôle-là qu'on voit sur ces courbes, avec un maximum de dissipation à l'adhérence, mais un minimum au niveau de la consommation. C'est parce que finalement, l'élargissement de ce pic que vous voyez, il est tout à fait lié au temps de relaxation du matériau. Quand le matériau est bien dispersé, il relaxe avec des temps plus courts. Et donc son potentiel de dissipation globale est plus concentré, on a arrivé à le concentrer sur le domaine de l'adhérence. Alors ça, c'est typiquement l'expression de ce qu'on a appelé les pneus verts, où on est passé d'une charge qui s'appelait le noir de carbone à une charge silice, avec bien sûr d'autres choses. Et on a réussi à beaucoup mieux les disperser. Et parce qu'on a réussi à mieux les disperser, on a réussi à faire ces fameux pneus verts qui vous donnent une adhérence au même niveau que les pneus noirs de carbone, par contre, abaisse considérablement la consommation. Donc là, vous avez un exemple d'innovation récent qui nous permet de sortir du compromis
soit très bon en économie de carburant, mauvais en adhérence, soit le contraire, et qui nous a permis de faire les deux. Ça, c'est notre défi de tous les jours. Notre travail, c'est ça. C'est vraiment d'aller creuser, comprendre la complexité des sollicitations du matériau, et connaissant intimement le fonctionnement de la matière, d'arriver à trouver des petites portes de sortie pour aller, ce qu'on appelle décaler le compromis, c'est-à-dire arriver à faire progresser à la fois l'une et l'autre des performances. Pour reprendre un petit peu l'historique, vous voyez sur cette courbe la consommation, la diminution de la consommation au cours des années. Si on reprend les vieux pneus, notamment de la Michelin, les pneus pleins, donc un boudin de caoutchouc collé sur une jante, vous avez donc un niveau de base autour des années 1900. On est passé ensuite à ce qu'on appelait les pneus à nappe croisée. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais déjà ça a permis de modifier un peu la façon dont était construite un pneumatique et a permis de gagner un petit peu. Suite innovation, première très grande innovation Michelin, les pneus radiaux, les années 50. Là encore, un nouveau pas en avant avec une innovation qui a permis là encore de faire baisser énormément la consommation en modifiant complètement l'architecture du pneumatique, la façon dont les différents matériaux étaient associés et dont le pneumatique était construit. Et puis dernièrement, donc les années 90, les fameux pneus verts, pneus à la silice. Là encore, Michelin premier à mettre sur le marché ces pneumatiques. Et vous voyez qu'en quasiment un siècle, on a divisé par plus de 2 la consommation de carburant. Et notre défi, il est encore de continuer. Donc, l'échelle que vous voyez à gauche, 5 kg par tonne, aujourd'hui, on cherche à aller mettre des pneus vers 4 kg par tonne. Déjà, ça représente un réel défi, puisque au début, c'est facile, diviser par 2, par 3. Mais là, ça devient dur. Là, ça commence vraiment à devenir dur, et les pistes d'innovation sont de plus en plus difficiles à trouver, et c'est aussi pour ça qu'on est aussi nombreux dans la recherche chez Michelin. C'est parce que les défis auxquels on est confronté sont très importants, et on a besoin d'avoir des experts qui connaissent à la fois extrêmement bien la mécanique du pneumatique, la façon dont il fonctionne, le mécanisme des performances, et à côté de ça, des experts des matériaux qui connaissent très bien la façon dont fonctionnent les matériaux et la façon dont on va pouvoir jouer sur leurs caractéristiques pour les adapter à un fonctionnement et leur faire exprimer leur meilleur potentiel. Et enfin, pour finir, maintenant que vous êtes des experts de la consommation et de l'adhérence, vous allez pouvoir faire le lien entre ces deux conseils d'éco-conduite pour la route. Les pneus toujours à la bonne pression. Pourquoi ? Les pneus toujours à la bonne pression parce que, vous avez vu tout à l'heure, la consommation, c'est la déformation du pneumatique. Lorsque le pneumatique passe dans la zone de contact avec la route, il s'écrase. S'il est sous-gonflé, il va s'écraser plus. Or, la dissipation, elle est liée au niveau de déformation. Plus vous déformez le pneumatique et plus il va dissiper. Donc un pneu bien gonflé, c'est un pneu qui dissipe moins, c'est un pneu qui consomme moins. Et donc vous entendez, vous voyez placardé partout, faites attention à la pression de vos pneumatiques, et bien ça sert à ça. Et ça peut aller très très vite. Un pneumatique sous-gonflé, il peut chauffer tellement qu'il va éclater. Donc il y a aussi un aspect sécurité, mais l'aspect consommation, vous le verrez tout de suite. Le deuxième conseil, c'est les pneumatiques adaptés à la saison. C'est pas pour rien qu'on fait des pneus hiver et des pneus été. Et là, c'est plutôt pour l'aspect adhérence. C'est pour l'aspect adhérence parce que, comme vous l'avez vu, le matériau ne va pas répondre de la même manière suivant la température. Entre 0 degré l'hiver et 20 degrés l'été, ça commence à faire beaucoup. Et donc on met des matériaux différents sur les pneus hiver et les pneus été, et c'est ça qui vous garantit que vous avez un freinage toujours de la même qualité, que ce soit l'hiver ou l'été. Voilà mes deux conseils pour la route.
J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez compris un peu plus ce que c'était qu'un pneumatique, la manière dont ça fonctionnait. On a touché un petit peu du doigt le matériau, son fonctionnement, et je suis maintenant disponible pour vos questions.